J'ai lancé l'enregistrement. Bon, Marion, on parle depuis quelques minutes, mais je te renouvelle mes remerciements pour avoir accepté l'invitation. Ça fait quelques temps que j'ai mis les podcasts en pause, comme les auditeurs le savent, mais parce que voilà, il y a l'activité pro à côté et je fais ça sur mon temps libre. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui et on va traiter pas mal de sujets. Parce que ben moi, comme certains le savent, je viens de passer 5 ans en tant que préparateur physique des filles du Paris FC en D1 féminine. Donc les problématiques féminines m'intéressent et dans mon cercle aussi familial proche, y compris ma femme, on est concerné par les problématiques dont on va parler aujourd'hui. Donc je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les auditeurs? Oui, bien sûr. Merci Maxence de m'avoir invitée. Donc moi, je m'appelle Marie Rabalan, je suis de formation, je suis kiné. Je fais aussi une thèse de doctorat sur le retour au sport après l'accouchement. Je suis aussi conférencière avec la clinique du coureur maintenant depuis 5 ans. Donc, on donne un cours de 2 journées sur la prise en charge de la femme à travers sa vie, donc de l'adolescente jusqu'à la périménopause en passant par la périnatalité. Et on aborde toute la santé en fait abdominopelvienne pendant cette pratique de la course à pied. Comment est-ce qu'on peut optimiser cette prise en charge aussi par la course à pied. Et je suis aussi moi-même maman de 2 enfants. Et finalement, je cours aussi, j'essaie de maintenir la course à pied dans toutes ces activités pour réussir à tout faire. Et je travaille à Bruxelles, je suis kiné, donc je m'occupe de femmes au sein de leur activité physique, pendant leur grossesse, en postnatal, et puis j'accompagne depuis toujours les coureurs et les coureuses blessés. Voilà un peu mon parcours. Génial. De toute façon, ça va nous servir de trame aussi, je pense, ce fil conducteur. On va parler de tout ce qui est avant accouchement, toute la période de grossesse, et ensuite tout ce qui se passe après. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets-là? Ben, déjà par mon histoire, donc quand je suis tombée enceinte en 2013, je pratiquais à ce moment-là le triathlon et ma gynécologue m'avait formellement interdit de continuer la course à pied. Donc à cette époque, j'étais pas du tout dans la recherche. Et donc j'ai écouté les conseils de ma gynécologue, qui se basait surtout sur ses croyances plutôt que sur des données probantes. Donc j'ai arrêté la course à pied, j'ai fait du vélo, j'ai nagé. Et pour la deuxième grossesse, 4 ans après, j'avais repris un très bon niveau en course à pied et je me voyais pas arrêter la course à pied pendant cette période. Et donc j'ai commencé à lire les travaux de Caribou, qui est une chercheuse suédoise très connue dans le domaine de la prise en charge de l'athlète dans le sport. Et justement, ces lectures m'ont rassurée parce qu'elle disait que si tu as une grossesse qui se passe bien, où il n'y a pas de complications, tu peux continuer à courir. Et donc, je suis venue avec ces papiers pour voir ma gynéco, pour lui dire, écoutez, regardez, cette fois-ci, je vais courir. Vous savez, je peux courir si tout passe bien. Et j'ai couru, j'ai eu la chance de courir jusqu'à 7 mois de grossesse. Et j'ai accouché un petit garçon en pleine santé. Et donc finalement, c'est cette deuxième grossesse qui a marqué mon envie d'accompagner au mieux les femmes et de donner les bonnes informations et de ne pas finalement se laisser convaincre par justement des croyances des professionnels de santé. Donc voilà, on va dire que c'est surtout cette partie de ma vie aussi qui m'a influencée et puis aussi l'envie d'accompagner au mieux les femmes parce que finalement ça faisait une dizaine d'années que je travaillais en kiné du sport où j'étais spécialisée en troubles musculo-squelettiques et pas en rééducation périnéale et j'ai commencé à avoir des femmes qui se confiaient à moi en disant bah, c'est vrai, en fait je peux pas faire cette activité que vous me proposez comme des sauts par exemple et je me suis dit, OK, il y a probablement d'autres choses à mener dans la prise en charge en musculo-squelettique. Et donc, je me suis formée à ce moment-là aussi en rééducation périnéale, en même temps que cette deuxième grossesse. Donc voilà un peu pour la petite histoire de comment je suis arrivée à la recherche. Et voilà, le projet de recherche, il est arrivé à quel moment? Donc après ta deuxième grossesse? Ta deuxième Oui, grossesse?
En fait, j'ai démarré, j'avais envie déjà d'accompagner au mieux les femmes pendant leur grossesse. Donc, c'est-à-dire, je voulais faire un thème de recherche qui se basait surtout sur l'évaluation de la condition physique pendant la grossesse, parce qu'en fait, finalement, même encore à ce jour, c'est compliqué de vraiment évaluer une femme enceinte. Que ce soit par des tests d'effort ou des tests physiques, finalement, c'est pas quelque chose qui est systématisé, même dans le milieu du haut niveau dans lequel tu as été, j'imagine. Ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir ton feedback par rapport à ça. Et donc, je me rappelle, c'était pendant le Covid 2020, je vais voir le médecin, donc le chef de la maternité de là où, tout près de là où je suis, pour faciliter le recrutement. Et j'ai rendez-vous avec ce monsieur qui m'accueille, et puis je commence à lui parler de mon projet de thèse. Et là, je commence à voir ses yeux qui s'écarquillent. Et là, il me dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous occuper de la condition physique pendant la grossesse et pas après la grossesse? Et là, j'étais tellement surprise et tellement choquée par sa question, en me disant, mais en fait, il n'est pas du tout au courant des recommandations Bien et sûr. de bouger pendant la grossesse. Et là, il me coupe court en me disant, écoutez, je dois vous laisser, je pars en césarienne. Alors, vraiment, je pensais vraiment pas, je m'y attendais pas du tout d'avoir un mur aussi énorme. Et quelques semaines après, on est passé en mode Covid. Donc finalement, j'ai revu mon thème et je me suis dit, bah, vu ce qui se passe, on ne savait pas combien de temps on allait être confiné, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Je me suis dit, puis c'était aussi une population très vulnérable, hein, la grossesse. Il y avait aussi cette histoire de Covid pour ces femmes. Elles n'ont pas été, il y a eu un manque d'accompagnement terrible. Bref, il y a eu beaucoup de peur. Donc je me suis dit, je vais changer de thèse de sujet parce que sinon ça va pas le faire. Et donc j'ai basculé en 2022 sur la reprise de la course après l'accouchement. Et là, normalement, je termine l'année prochaine. Donc là, je fais mes dernières études et j'espère soumettre ce projet, ce travail l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a quand même encore, alors je sais pas si c'est toute une génération de praticiens, d'anciens médecins qui ont encore des réticences à se mettre à la page sur ces données-là. On sait quand même depuis des années, j'ai rencontré plusieurs fois Carole Maître sur des conférences à l'INSEP. Elle a quand même bien documenté le sujet. En France, chez nous et même à l'international, il y a plusieurs papiers qui sont quand même bien faits sur ces données-là. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a encore ces murs-là. J'ai fait un podcast aussi avec Martine Duclos. Je pense que la problématique, au-delà de la période de grossesse, c'est aussi la sédentarité générale de la population, qui fait que, en fait, on s'intéresse à la pratique de l'activité physique pendant la grossesse, mais je pense qu'une grosse partie de la population ne pratique pas d'activité ou alors pas suffisamment. Et quand ils entendent, oh, faut pratiquer pendant la grossesse, ça peut sembler du coup peut-être en décalage ou trop d'un coup du coup. Mhm. Oui, c'est ça, et je rebondis sur le fait que effectivement la grossesse est une période où la maman, si elle n'est pas active de base, si elle est sédentaire, on doit l'accompagner pour démarrer une activité physique enceinte. Parce que souvent, c'est ce qu'on disait dans les années avant, on va dire début des années 90 jusqu'aux années 2000, on disait aux femmes sédentaires de ne pas démarrer une activité physique et les femmes qui faisaient une activité physique, on leur disait de ne plus faire de haute intensité, on leur disait d'y aller cool, et donc finalement elles arrêtaient. Et donc personne, jusque dans les années 2000, ne pratiquait d'activité physique pendant la grossesse. Donc ça, on a un historique aussi très lourd hein, de ces contre-indications pendant la grossesse. Et il a fallu attendre les études menées par le Canada dans les années 2000, où justement ils se sont rendus compte chez des mamans qui avaient des menaces d'accouchement prématuré. On a divisé, donc ils divisaient cette population en deux groupes. Un groupe où on leur disait de rester chez elles, d'être alitées le plus possible, de ne plus travailler. Et un autre groupe, on leur disait, ben, vous continuez vos activités de marche, vous pouvez sortir chez vous, mais vous ne travaillez plus. Et les femmes qui avaient accouché prématurément, c'est les femmes qu'on avait mis au repos forcé
D'autant plus elles avaient développé aussi des troubles psychosociaux avec beaucoup de difficultés à revenir dans leur pratique de travail notamment. Et donc c'est à partir de là où on s'est dit, bah, en fait l'activité physique, si elle est bonne pour la population, toute la population, pourquoi elle ne serait pas bonne pour la grossesse? Et donc voilà, c'est à partir des années 2000, donc vous voyez, on n'a que 20 ans d'autorisation de pratiquer une activité physique. Donc c'est vrai il y a cette historique qu'on se traîne et qui va aussi influencer la recherche aussi. Donc à partir du moment où on n'étudie pas aussi hein, finalement l'activité physique pendant la grossesse, ben, on ne peut pas connaître les effets positifs. Et maintenant, bah, c'est vraiment, on est dans une période propice aux études en ce moment, et donc on va avoir beaucoup plus de données probantes concernant justement la nécessité de rester active et puis la possibilité de maintenir une intensité assez élevée pour les femmes entraînées. Génial. Ben, pour reprendre ce que tu viens de dire, ça me fait penser aussi, actuellement, je suis dans un club où je m'occupe de la réathlétisation, et c'est vrai qu'il y a encore des médecins, quand il y a une blessure, qui disent, ben, on va te mettre au repos complet. Et ça me fait penser à ce que tu dis sur la grossesse, et en fait, ben, je pense que maintenant, il n'y a même plus à le prouver, même si ça reste encore... dans l'inconscient des gens, le fait d'être au repos est souvent plus néfaste que de garder une activité physique. En termes d'intensité, où est-ce qu'on peut mettre le curseur, les recommandations actuellement pendant la période de grossesse? Où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Euh, donc, dans les études réalisées sur l'activité intense pendant la grossesse, évidemment, on va avoir tu as une espèce d'éthique hein, à respecter, évidemment. Et on ne peut pas actuellement mener des études où les femmes vont aller jusqu'à l'extrême, enfin, c'est-à-dire dans des fréquences cardiaques très hautes, très élevées, pour observer ce qui pourrait se passer, parce que finalement, c'est ce qu'on a fait chez la rate. La rate a été pas mal étudiée justement pendant la grossesse où on essayait d'observer ce qui pouvait se passer si l'intensité était très élevée, notamment premier trimestre de grossesse. Par exemple, on va déconseiller aux femmes de maintenir une activité de longue durée. Avec une intensité élevée, donc au-delà du seuil aérobie, donc vraiment dans une fréquence cardiaque qui pourrait monter jusqu'à 90%. Euh, dans un environnement chaud et humide, ça pourrait être corrélé à augmenter le risque de malformation fétale. Donc, comme je vous disais, ça n'a pas été montré chez la femme, c'est uniquement porté chez les animaux. Et donc, finalement, cette recommandation, elle est un peu valable pour les femmes. Donc, premier trimestre de grossesse, on va leur dire d'éviter par exemple, si on n'est pas habitué, si on n'est pas adapté, de ne pas aller courir, par exemple, un marathon dans un environnement chaud, humide, ou bien aller pratiquer un trail, par exemple, euh, la même chose dans des environnements auxquels on n'est pas habitué. Donc, si j'habite à Bruxelles et que j'ai envie d'aller faire une course comme une des courses de la Diagonale des Fous à La Réunion, où là, on va avoir des températures qui peuvent monter jusqu'à 30-40 degrés avec un gros taux d'humidité. C'est peut-être quelque chose qu'on va, en tout cas, proposer à la femme de peut-être attendre la fin de son premier trimestre de grossesse et puis pourquoi pas lui proposer si elle est encore en forme, bah, pourquoi pas de l'effectuer un petit peu plus tard dans sa grossesse, donc jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Généralement, on va dire aux patientes pour les entraînements de ce type de peut-être lever le pied. Maintenant, quand je dis ça, là, dans mon podcast où on interroge aussi des femmes qui pratiquent une activité physique, qui ont eu la chance de courir pendant leur grossesse, il y en a quand même quelques-unes qui ont pratiqué un petit peu une activité du même type sans le savoir, en fait. Et quand je dis ça, finalement, ça va être quand les femmes sont au courant qu'elles sont enceintes et que, par exemple, elles ont prévu une course à ce moment-là, c'est là où on pourrait leur dire, bah, juste peut-être surveiller un peu l'intensité à laquelle tu vas pratiquer cette course, peut-être revoir un peu la distance. Imaginons, elle a voulu s'inscrire aux 40 kilomètres et il y a une course de 20 kilomètres, peut-être qu'on pourrait lui dire, bah, écoute, va peut-être faire le 20 kilomètres à ce moment-là. Moi, je pars toujours du principe que je vais essayer d'adapter l'entraînement, les compétitions aux besoins et le moins possible interdire parce que finalement, on n'a pas assez de données probantes que pour dire il faut pas le faire, en tout cas concernant ce premier trimestre de grossesse.
parce que ça reste encore assez léger. Et je pense que, enfin, léger au niveau des données probantes. Mhm. Et c'est par l'expérience c'est par les expériences des femmes qu'on va recueillir que là, on va avoir plus, vous voyez, on va pouvoir affiner au mieux ces prescriptions. C'est-à-dire que si on imagine, on fait un appel à témoins et finalement, il y a une centaine de femmes qui ont pratiqué un entraînement de ce type pendant le premier trimestre de grossesse et que finalement, toutes ont eu une grossesse qui s'est bien déroulée avec un bébé qui est en bonne santé, et ben on va changer en fait finalement les recommandations. C'est en ayant justement aussi ces, ces données scientifiques, c'est-à-dire portées par des études, mais aussi par des expériences de femmes. Et c'est comme ça qu'on va faire changer aussi cette dynamique de recommandation. Et le deuxième point, concernant la grossesse totale, eh bien, la fréquence cardiaque qui est recommandée on va dire, la fréquence cardiaque maximale qu'on pourrait recommander, c'est 90%. C'est-à-dire les femmes qui sont habituées à s'entraîner avec de l'intensité pourraient aller s'entraîner jusqu'à 90% pendant 30 minutes. C'est ce qui est recommandé, 30 minutes au deuxième trimestre de grossesse et au troisième trimestre de grossesse jusqu'à 20 minutes. Donc ça nous donne quand même une possibilité d'intensité assez élevée. Finalement, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir pour leur pratique de l'entraînement pendant leur grossesse et la plupart se sont toutes mis en mode j'ai arrêté l'intensité, je fais plus que de l'endurance de base parce que justement elles savaient pas qu'elles pouvaient encore maintenir une intensité plus élevée parce que les médecins n'étaient pas non plus au courant. Comme tu disais, c'est aussi parce que les gynécologues ne sont pas spécialisés dans cette prise en charge, ils vont rester sur peut-être leurs croyances déjà, ou ils vont rester sur les cours qu'ils ont vus dans leurs études qui ne sont pas du tout à jour concernant la pratique de l'activité physique pendant la grossesse. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes passent à côté d'une possibilité de maintenir encore de l'intensité. Et donc cette intensité de 90% va aussi euh, être recommandée pour une population spécifique. C'est les femmes entraînées, c'est les femmes athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner avec des hautes intensités. Une femme qui va démarrer l'activité physique pendant sa grossesse, évidemment, on ne va pas avoir la même prescription. Pour elle, on va essayer de maintenir déjà de viser un 150 minutes d'activité à intensité modérée, donc 60-70% de sa fréquence cardiaque max, chaque semaine. Par semaine. Chaque semaine, voilà, et au minimum. Donc ça veut dire que le 150, ça va être le minimum à observer. Si on a une patiente qui vient vous voir et qui vous dit, moi, je fais 400 minutes d'intensité modérée par semaine, on va pas commencer à lui diminuer. On va essayer de l'encourager à stabiliser son entraînement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que de façon naturelle, toutes les femmes pendant leur grossesse, que ce soit des femmes athlètes ou des femmes non athlètes, il va y avoir une diminution du volume et de l'intensité au fur et à mesure de la grossesse. Et donc le plus intéressant pour essayer de maintenir son niveau, on va dire un petit peu, pas trop diminuer son niveau de condition physique pendant sa grossesse, ben, c'est d'essayer le plus possible de maintenir de l'intensité pendant sa grossesse, parce qu'on sait qu'au fur et à mesure des semaines et des trimestres, l'intensité sera moins grande parce que bah, oui, il y a toutes les raisons physiques et physiologiques associées. Ouais, c'est génial, mais merci pour toutes les informations. C'est hyper clair d'entendre qu'il y a une vraie guideline en fait du début à la fin de la grossesse et que chaque femme peut garder quand même une intensité dans le travail. En parlant d'intensité, il y a une question qui me vient. Je sais pas si dans les données que tu as en tête, ça fera aussi écho parce que là, pour l'instant, on est sur des efforts, disons, à dominante énergétique. Tout ce qui est travail de résistance, de renforcement musculaire, euh, on sait qu'on peut aussi en faire. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Oui, oui. Alors, donc là, ce sont des nouvelles pratiques. C'est assez récent, hein, finalement, hein, l'haltérophilie, le crossfit. Quand on a commencé les études sur l'activité physique pendant la grossesse, on se basait principalement sur des entraînements aérobies. Peu d'entraînement finalement en force, en hypertrophie. Et là, dernièrement, il y a quelques études. Donc, l'année 2024 a aussi été un tournant dans l'étude de la grossesse et l'entraînement en force.
Et ce qu'on faisait aussi, c'est que ce qui est aussi intéressant, je bug, ce qui est aussi intéressant pour nous dans l'évaluation, c'était on observait surtout ce qui se passait chez la maman, mais aussi il faut observer ce qui se passe chez le bébé. Donc maintenant aussi, on a la possibilité d'aller monitorer la fréquence cardiaque fœtale pendant les activités justement d'entraînement à haute intensité, que ce soit ça a été mené par le vélo, ça a été mené en course à pied, et puis ça a aussi été mené dans des entraînements de musculation avec port de charge importante. On voulait voir si la vascularisation globale, donc est-ce que la vascularisation était normale quand je pratiquais une activité avec beaucoup d'intensité? Est-ce que le placenta était bien vascularisé? Est-ce que le cordon ombilical était encore bien vascularisé? Est-ce que le fœtus avait finalement pas de bradycardie ou tachycardie reliée à l'activité physique aussi de la maman? Et on a eu plusieurs études, donc à chaque fois c'est un peu la complexité aussi, c'est le nombre de participantes. Généralement, il n'est pas très important dans ce genre d'études, hein. Donc il faut plusieurs études avec une cohorte d'une dizaine de femmes pour pouvoir arriver un peu à un guidelines quelque part. Euh, et donc là, les dernières études qui ont été menées et qui restent encore assez petites. Donc finalement, la puissance statistique de ces données reste encore on va dire, hein, pas à valider, mais ce serait encore intéressant qu'il y ait plus en plus d'études pour pouvoir corroborer les résultats Hmm. actuels. Mais en tout cas, les études qui ont été portées jusqu'à maintenant ont pu montrer que chez les femmes entraînées en donc, haute intensité, haute résistance en termes de développement musculaire, donc port de charge. On voulait voir si quand elles faisaient leur RM, hein, donc une répétition maximale, donc c'est-à-dire peut-être des développés couchés aussi, on avait aussi des deadlifts, on avait aussi des squats. On voulait observer justement si cette vascularisation était OK, si cette fréquence cardiaque fœtale restait tout à fait normale. Et on a pu justement valider le fait que chez ces femmes entraînées, il y avait des adaptations cardiovasculaires présentes chez le fœtus et aussi au niveau de leur système placentaire. Et donc finalement, actuellement aussi, celles qui vont pratiquer leur entraînement en force, qui sont entraînées, adaptées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des novices, on va demander un minimum de 6 mois de pratique à ces femmes, surtout dans les hautes ports de charge, et donc, ça reste sécuritaire et pour, on va dire, la grossesse en tant que telle, la vascularisation, et aussi au niveau de la réponse fœtale. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant de voir que ces bébés, en fait, eh bien, ils sont adaptés à l'entraînement de leur maman. Et ce que j'aime beaucoup expliquer à mes patients, c'est que leur placenta, il est très vite adapté dans le sens où il va développer plus de capillaires placentaires parce qu'elles font de l'activité physique. Donc les femmes qui ne font pas d'activité physique vont avoir une vascularisation en fait on a une moins grande demande puisqu'on ne pratique pas d'activité physique versus celles qui pratiquent une activité physique où là la turgescence et le nombre de capillaires va être vraiment significativement plus important chez ces patientes. Donc toujours expliquer aux patientes qui courent ou qui font de l'activité physique pendant leur grossesse, de leur dire que leur placenta eh bien, ils s'adaptent à leur pratique et c'est assez incroyable. C'est des nouvelles études hein, qui sont portées sur la placentation, comment se développe le placenta pendant la grossesse en réponse à l'activité physique et que finalement, bah, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement, hein. Ça fait quelques années qu'on est en train de développer, d'étudier réellement ces effets physiologiques qui pourraient même influencer le développement aussi cardiovasculaire même de l'enfant à venir. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Mais on est encore au début et je peux pas vous dire aujourd'hui que si on pratique une activité physique pendant sa grossesse, notre enfant va avoir un meilleur potentiel cardio-respiratoire, chose que intrinsèquement, je pense quand même, parce Hmm. que c'est pas anodin hein, de pratiquer une activité physique pendant sa grossesse le plus longtemps possible. Donc voilà, pour les réponses en tout cas, on peut se rassurer quand on est entraîné, quand on est adapté et qu'on a aussi une grossesse, on va dire, sans contre-indication. Parce que là, je parle du tableau de ça se passe bien, voilà, je peux m'entraîner pendant ma grossesse. Mais il y a aussi des grossesses, malheureusement.
j'ai des patientes très sportives qui rêveraient de pouvoir s'entraîner pendant leur grossesse, mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles vivent une grossesse avec des contre-indications relatives ou absolues. Et finalement, il faut aussi dépister ces grossesses pour pouvoir adapter au mieux cette pratique. Ça, c'est important de le dire à la conclusion de tout ce que tu viens de dire, parce que voilà, ça restera malgré tout un suivi médical, même si depuis tout à l'heure on évoque tous les aspects positifs. C'est important de savoir que le médecin et le suivi médical sera toujours la priorité. Malgré tout, bah, tout ce que tu viens d'évoquer depuis tout à l'heure, c'est moins de risques obstétriques, moins de douleurs pendant la grossesse, une meilleure santé aussi psychologique, parce que ça va faire du bien aussi de maintenir une activité physique, Bien sûr, renforcement du périnée et ainsi de suite. On va continuer sur ça. Moi, ça me fait aussi penser sur ce que tu viens de dire. Et pour le coup, je trouve ça hyper altruiste, hein, même si on est au début des recherches, mais de se dire, en fait, je peux donner potentiellement un meilleur bagage à mon futur enfant. Et ça me fait penser à Tia Claire, une athlète de CrossFit qui a gagné 7 fois les CrossFit Games. Et ouais. je voyais ses vidéos il y a quelques mois. Elle était enceinte de peut-être 7 mois avec un ventre hyper développé. Elle était en train de faire des mouvements d'haltérophilie. C'est hyper intéressant. Alors évidemment, la charge sera adaptée. Tout ce qu'on vient de dire, ça reste du bon sens. Tu parlais des 150 minutes par semaine, des contraintes d'intensité, ça reste quand même du bon sens. C'est aussi ce que recommande l'OMS sur une pratique de santé, en fait, de 180, je crois, minutes par semaine. Mais évidemment, si tu es athlète de course à pied ou si tu es athlète de musculation ou de CrossFit, ben, il y a des choses que tu vas devoir adapter sur le renforcement. Je pense, ben voilà, tu as cité quelques exercices tout à l'heure sur le haut du corps, peut-être moins de problématiques, mais sur le bas du corps, ben, on va éviter de faire des exercices comme le hip thrust ou des charges vont être posées sur le bassin ou sur le ventre, des kettlebell swing, des burpees, voilà, toutes ces problématiques-là qu'on peut aussi avoir en ligne de mire. Oui, tout à fait. Et puis finalement, Tia Claire, on la voyait effectivement faire ces mouvements et ça paraissait assez impressionnant. D'ailleurs, ça a été assez critiqué euh, sur les réseaux sociaux de toute façon. Bien sûr. Mais elle adaptait ses charges, c'est certain. Elle n'était plus en train de faire. Elle gardait une haute intensité, mais elle n'était plus au même niveau en fait d'avant sa grossesse. Donc finalement, elle a suivi ses sensations et c'est là où c'est important d'expliquer aux femmes pendant leur pratique ce qu'elles peuvent ressentir, ce qui est OK pour la grossesse, et ce qu'elles ne devraient pas ressentir. En fait, finalement, ça va être rendre les femmes conscientes et expertes des signes et des symptômes qu'elles doivent surveiller pendant leur grossesse. Et ça, je pense que c'est ça la clé de pouvoir adapter l'entraînement pendant la grossesse. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pratique pas une activité physique pendant la grossesse avec des symptômes tels que des fuites urinaires, des lourdeurs, des muscles du périnéal, donc lourdeur au niveau du vagin, pas de douleur abdominale, pas de douleur musculo-squelettique globale. Et on parle aussi de tout ce qui est tirage abdominal. Essayer de différencier le tirage abdominal avec les contractions utérines, qui là pourraient avoir un effet sur le col et pourraient compromettre finalement le bon déroulement de la grossesse. Ça, je pense que c'est ce il faut s'attarder à ces explications chez ces femmes pour qu'elles puissent au mieux suivre et se dire, bah tiens, voilà, là, je sais qu'il se passe ça, ben, on m'a dit que c'était pas normal, et ben, j'arrête mon activité et je vais aller consulter pour checker que tout se passe bien, que ce soit retourner chez le médecin si on commence à avoir des douleurs abdominales ou si je commence à avoir des symptômes comme des fuites urinaires, bah, je retourne voir mon kiné pour pouvoir adapter et démarrer un entraînement des muscles du plancher pelvien, par exemple. Mm. Euh, et je reviens aussi à la pratique de l'activité physique. Si vous êtes coach, thérapeute, vous voulez accompagner les femmes pendant leur grossesse, il y a des questionnaires, des certificats à l'aptitude de l'activité physique pendant la grossesse que je vous recommande de faire signer par le médecin de la patiente. Comme ça, la patiente que vous prenez en charge, eh ben, vous savez qu'elle est apte à faire une activité physique pendant la grossesse. Et donc le questionnaire, c'est le XAAP. C'est un questionnaire qui a été développé
par le Canada, évidemment. Toujours. Euh, Toujours. Merci les Canadiens, parce que sans vous, on n'aurait pas toutes ces informations et on ne C'est pourrait pas clair. accompagner les femmes comme on le fait. Donc, le XAAP, vous le faites signer par le gynéco et comme ça, tranquille, vous savez que votre patiente n'a pas de contre-indication à pratiquer une activité physique et ça, je pense que c'est vraiment chouette. Et comme ça aussi, le médecin sait que vous proposez ce type d'activité physique et donc ça, c'est vraiment chouette. Si vous avez envie de développer ça dans votre pratique, eh bien, ça vous permet aussi de vous créer un réseau et de montrer que vous faites ça bien, vous faites ça correctement en essayant aussi de communiquer avec le médecin. Donc ça, C'est c'est je génial. pense, des outils intéressants à partager. Mm, mm. Hyper intéressant. Je mettrai sûrement le lien du questionnaire Ouais. dans les notes. Ouais. On avance un petit peu dans la chronologie. Donc, on parlait de grossesse. L'accouchement se passe, idéalement dans les meilleures conditions. La maman accouche. On parle des suites. Qu'est-ce qui rend la reprise d'activité parfois si complexe en postpartum? Alors, ce qui influence énormément le retour à la course, par exemple, ou le retour au sport après l'accouchement, ça va être aussi donc l'activité physique qu'on a fait pendant la grossesse. Donc, c'est pour ça qu'il faut encourager les femmes à maintenir un niveau d'activité physique le plus longtemps possible dans leur grossesse, pendant leur grossesse. On sait aussi que 40 à 60% des femmes pendant leur grossesse vont souffrir de symptômes tels que des fuites urinaires, par exemple, des lourdeurs périnéales, et aussi de douleurs musculo-squelettiques, donc surtout les douleurs région lombo-pelvienne. Et donc ces femmes qui démarrent avec des symptômes pendant leur grossesse vont aussi avoir plus de risques d'en avoir en postnatal. Donc les femmes, si vous nous écoutez et que vous avez des symptômes pendant votre grossesse, s'il vous plaît, soyez prises en charge pour diminuer le plus possible ces symptômes, si on n'arrive pas à tout annuler, mais au moins les diminuer pour que votre postnatal se passe mieux. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui démarraient leur retour, leur reprise du sport après leur accouchement avec des douleurs musculo-squelettiques ou des symptômes tels que des fuites urinaires, des lourdeurs périnéales, avaient beaucoup plus de difficultés à revenir rapidement. C'est-à-dire, on va avoir un temps plus long chez ces femmes et qui parfois va même dépasser un petit peu les délais du congé maternité. Donc, finalement, on se retrouve avec des femmes qui vont reprendre leur travail, vont vivre la séparation avec leur enfant en les plaçant à la crèche et n'ont pas encore repris leur activité physique. Et ce sont des femmes qui vont mettre 3 à 5 ans avant de revenir à leur activité physique après leur première grossesse. Vous voyez, donc ça diminue vraiment le niveau de la qualité et la santé hein, de la vie de la femme par cet arrêt, par cette sédentarité contre laquelle on lutte. Donc c'est vraiment hyper important de dépister au mieux, au plus vite ces femmes. Le mieux, c'est pendant la grossesse. Et puis évidemment, pour avoir un suivi également en postnatal. Je sais qu'en France, vous avez pas mal de difficultés par rapport à ça. C'est parce que les femmes en prénatal ne sont pas vues systématiquement par les kinés. C'est-à-dire elles ont un suivi plutôt chez les sages-femmes et donc, elles sont pas, on va dire, dépistées, on va dire, par les kinés de façon précoce pendant leur grossesse. Et donc, peuvent rester en se disant même, bah, j'ai un peu mal au dos, c'est normal. Souvent, la plupart des femmes vont dire ça, hein. J'ai mal au dos, c'est normal, je suis enceinte. On m'a dit que je n'aurais plus mal à mon accouchement. Attention, c'est un mythe. C'est un mythe parce que ces douleurs persistantes peuvent se maintenir jusqu'à 36 mois en moyenne après l'accouchement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topo de comment est-ce que je fais pour bien revenir à mon sport en postnatal. La première chose, ça va être d'être bien prise en charge pendant ma grossesse. Pour en revenir à la reprise du sport après l'accouchement, là tu rentres dans mon sujet de thèse, donc tu imagines c'est très très dense, mais J'imagine. si on peut, par exemple, si on peut juste pointer le doigt sur certains éléments, ça va être l'importance aussi euh, des symptômes que les mamans vont vivre après leur accouchement. Donc, si j'ai eu un accouchement, j'ai eu la chance d'avoir un accouchement qui se passe plus facilement, où j'ai pas eu de traumatisme au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc, on a des déchirures hein, qui peuvent être, peuvent arriver pendant l'accouchement par voie basse.
déchirure du plancher pelvien, plus ou moins superficielle, plus ou moins profonde, et qui va augmenter le risque de développer des symptômes à la reprise sportive. Parfois, on va avoir des mamans qui vont bien tolérer la marche, qui vont dire tout va bien quand je marche, quand je me balade avec mon bébé, ça va bien. Et puis, elles arrivent à un moment où on va reprendre l'activité physique, et puis elles se disent, bah, là, c'est bon. Souvent, le problème, c'est que cette reprise, elle est souvent dictée par des critères temporels, trop souvent. Donc, le gynéco va leur donner le feu vert. Sauf que les gynécologues, c'est pas leur expertise de remettre quelqu'un à l'activité physique. Et ils vont voir les mamans. C'est les gynécologues qui revoient les mamans après 6 semaines après leur accouchement. Ils vont regarder un petit peu la cicatrisation globale périnéale, mais à l'externe, hein. Attention, ils vont pas évaluer à l'interne. Ils vont regarder à l'externe et ils vont dire, c'est OK, la suture est belle, on peut y aller. Donc la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai le feu vert de ma gynéco. Mm. J'en peux plus. Ça va faire des mois que j'ai pas fait de sport. J'ai envie de sortir parce qu'en plus, il y a toute cette charge mentale intense que les mamans vivent et les papas vivent quand le bébé est là. Et elles vont partir courir. Je te laisse le bébé, j'ai mon feu vert, je vais courir. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Ben, c'est là où finalement on n'est pas du tout prête. C'est pas un critère temporel qui va nous dire qu'on peut reprendre un pacte, pas du tout. Ça va être critères psychosociaux et physiques. Donc finalement, la maman, elle va démarrer et en fait, elle n'est pas du tout prête. Et on se rend compte qu'en fait, les femmes, dans la littérature, quand on regarde un petit peu les habitudes des femmes qui reprennent la course, eh bien 30% d'entre elles vont démarrer la course à pied avec de l'incontinence urinaire, avec des douleurs musculo-squelettiques, avec justement aussi des critères temporels qui sont très variables hein, aussi. Ça dépend un peu si elles ont pratiqué quand on court par exemple pendant la grossesse. Si on a couru jusqu'au deuxième trimestre de grossesse, on peut observer que les femmes elles vont reprendre entre la sixième et la douzième semaine après leur accouchement. Les patients qui n'ont pas du tout fait d'activité physique pendant la grossesse ou qui sont plutôt sédentaires, bah, cette reprise elle va être quand même beaucoup plus tardive. Mm. Donc, vous voyez, on n'a pas non plus de... Il y a une grande variabilité aussi dans cette reprise en fonction du background de chacune et du vécu de grossesse. Donc, si je peux conclure un petit peu on va dire ce démarrage concernant cette reprise, c'est hyper important que vous soyez bien accompagné. Accompagné par des gens compétents qui auront la possibilité de vous évaluer vraiment et d'évaluer et à la fois votre condition physique, être capable de retourner à l'impact. C'est quelque chose de complexe, même en musculo-squelettique, hein, la reprise de la course après une ligamentoplastie, on sait que c'est pas évident, on n'est pas encore tout à fait dans des guidelines très clairs, c'est encore étudié. Bah, vous imaginez que pour la reprise après l'accouchement, c'est la même chose. C'est pas, ça reste des consensus d'experts actuellement qui essaient d'améliorer cette prise en charge. Moi aussi, j'essaie d'y contribuer dans mon travail. Mais sachez qu'il faut valider en fait des tests fonctionnels avant de pouvoir se dire, bah ok, maintenant je suis prête à reprendre l'impact. Et donc souvent les femmes n'ont pas accès à cette évaluation et donc elles reprennent généralement seules et pas de la meilleure façon. Donc, c'est là où nous, on a un travail plus conséquent à faire de donner les bonnes informations. Et je pense que par ton podcast, ce qui est chouette, c'est que bah, voilà, je pense qu'on a pas mal de thérapeutes, coachs qui vont nous écouter. Sachez que ce retour au sport ne se fait pas juste parce que on pense que c'est OK, c'est-à-dire ça fait déjà X semaines que tu as accouché, tu es relativement en forme, bon, même si ça reste très difficile aussi d'évaluer ce niveau de forme. Sachez qu'il faut proposer une évaluation et un retour très graduel en fait finalement par des exercices de base sans impact, des exercices, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire comme type d'activité physique, mais sachez que la plupart des femmes, en fait, vont reprendre leur entraînement, pas accompagnées. Et même finalement, même les athlètes élites, hein, finalement, c'est jusqu'à peu, elles étaient vraiment laissées un peu libres pendant leur grossesse, ou ouais, je suis enceinte, peut-être que toi tu pourrais témoigner, mais je suis enceinte, le club ne sait pas trop comment manager cette grossesse. Et puis on va dire à la maman, bah écoute, maintenant tu fais plus tu fais plus les entraînements tu vas plus faire trop le physique, tu vas un petit peu faire de ton côté. Donc parfois elles viennent, elles font, elles s'entraînotent, hein, voilà, elles font un Mm. petit peu.
Et puis pour la reprise, bah, finalement, c'est un peu la même chose. On va attendre le feu vert de ton médecin, sauf que les médecins ne sont pas habilités, en fait. C'est pas des experts du retour au sport. Mm. Donc on a encore un vide. On a encore un vide à combler pour accompagner au mieux, même ces sportives, et puis les non sportives, hein, finalement. Donc il faut savoir que cette prise en charge doit être accompagnée, quoi. C'est clair. Et ce que je retiens aussi d'intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait, enfin, l'importance du fait que ce maillon-là, vous kiné aussi, doit être dans la sensibilisation et l'éducation et même avant, en fait, parce que dès qu'on fait appel au moment de la reprise, c'est presque un peu tard. Alors, je grossis le trait évidemment, mais de tout ce qu'on a dit depuis 40 minutes, en fait, cette éducation, moi, dans mon cercle proche, j'ai, voilà, je connais des femmes qui ont repris l'activité. Moi, ma femme a toujours gardé une activité. Je t'entendais dans un de tes podcasts dire que tu courais même jusqu'à la veille de ton accouchement. Ma femme, alors elle écoute pas tous les podcasts, mais celui-là, je lui enverrai, elle l'écoutera avec grand plaisir. Mais je sais pour la petite histoire, elle faisait du vélo, elle pour le coup, mais au matin de l'accouchement. Donc elle a gardé cette activité physique-là. Et j'ai des connaissances qui ont repris là. Alors c'est marrant parce qu'il y a la clinique de coureur et ça me fait aussi écho à toutes ces informations moi dans la réathlétisation, de reprise de course, de reprise d'activité, de return to run, enfin, de réathlétisation, quoi, pour le coup, parce que la grossesse, Mm. c'est pas une blessure, mais c'est une Non. phase où il va falloir, du coup, reprendre l'activité à une intensité qu'on avait sûrement perdue. On va voir refaire ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça dommage, moi, que certaines femmes reprennent l'activité sans être guidé, drivé. Et Mm. j'en ai qui enfin, qui sont venus me voir. Je suis ni kiné, ni habilité, mais en tout cas, via mes connaissances et les échanges que j'ai eus, ça me permet d'orienter. Et quand on me dit, oh Max, j'ai repris, j'ai eu des fuites, là, c'est normal, Mm. donc Mm. c'est quand même dommage. Et du coup, après, il y a un arrêt de la pratique parce que Oui, de peur bien sûr. que ça Ouais. devienne chronique. Donc, Oui, changement des habitudes, et là, on tombe dans un cercle un peu vicieux, quoi. oui, tout à fait. Et comme tu le disais, les fuites urinaires qui peuvent apparaître justement quand on reprend son activité, sa pratique sportive, va être un vrai frein à la performance, un vrai frein à la pratique sportive aussi. Donc ça, c'est hyper important d'expliquer aux patientes, même quand on n'est pas spécialisé en rééducation périnéale. Moi, j'aime bien donner cette phrase aux thérapeutes qui voient des sportives aussi, et de leur dire, bah, tu vois, finalement, là, on est dans une période où il pourrait y avoir plus de développement de symptômes, voilà, tels que voilà, des fuites, des lourdeurs, des sensations de douleur périnéale, de l'inconfort. Et moi, ce que je te propose, c'est que je te donne un questionnaire, comme ça, tu remplis ce questionnaire. Et puis, si on se rend compte que tu as un symptôme présent, eh bien, je vais te référer à une collègue avec qui je travaille pour pouvoir te faire un bilan périnéal de façon à ce qu'on te prenne bien en charge. Et moi, j'aime bien cette phrase parce que on va pas poser la question directement, est-ce que tu as des fuites? Parce que parfois, on peut être très gêné. Déjà, l'athlète elle-même peut être gênée et le thérapeute masculin, si c'est un homme, on est encore moins à l'aise de poser ce type de questions. Mais sachez que la prévalence, elle est élevée, d'accord, dans ces périodes de périnatalité où si vous avez une patiente athlète de haut niveau qui s'entraîne avec un haut niveau de pratique, on a aussi des prévalences qui peuvent monter dans certains sports à 80% de fuites urinaires. Donc, par exemple, les sports avec beaucoup d'intensité et des sports à impact élevé. Donc, les sports à impact élevé, ça va être les sports avec de la verticalité, Et la souvent, gymnastique, le trampoline, le basket maintenant, le hand, le volley, tout ce qui est pliométrie, donc dans le CrossFit aussi, eh bien, ça peut monter à 80% la prévalence. Donc, quand vous suivez des femmes pour des douleurs musculo-squelettiques, autres pour la réathlétisation comme tu fais, Maxence,
C'est juste dire, ben voilà, moi je t'envoie ce petit questionnaire juste de dépistage, comme ça, on fait pas n'importe quoi. Et comme ça, si jamais il y a une des questions positives, eh bien, on le prend en charge, quoi. On laisse pas notre patiente, notre athlète avec ses symptômes. Parce que il y a beaucoup d'athlètes aussi qui pensent que avoir des fuites urinaires, c'est normal, parce qu'elles en ont depuis toute jeune. Mm. La prévalence de l'incontinence urinaire chez les adolescentes, donc chez les jeunes femmes de 15 à 25 ans, c'est quasiment 25%. Ça monte de nouveau plus si je suis une athlète, si je pratique un sport d'impact élevé, ça peut monter. Il y a des études qui ont été menées chez des volleyeuses, âge moyen 16 ans et demi, qui s'entraînaient 8 à 12 heures par semaine avec le match compris. On était à 60% continence urinaire, à 15 à 16 ans. Donc en fait, c'est des jeunes filles qui pensent que en fait, c'est normal d'avoir des fuites quand je fais mon activité physique aussi. Euh, donc c'est à nous d'aller les dépister. C'est vraiment notre rôle en fait, c'est de prévenir, d'éduquer ces jeunes athlètes parce que justement, tu as mis le point sur quelque chose de très intéressant, Maxence. Quand une femme qui vient d'accoucher a des fuites urinaires et qu'après elle a peur de se traîner ses fuites urinaires toute sa vie, on a pu retrouver que dans la population adolescente qui avait des fuites urinaires justement jeunes, reliées à leur pratique sportive, c'était une population où il y avait plus de risques de développer, de retrouver ces fuites urinaires sur du long terme. Et donc, actuellement, un peu les hypothèses, c'est que quand on a des fuites urinaires jeunes, fréquemment dans sa pratique sportive, on pourrait avoir plus d'impact sur les tissus conjonctifs et les tissus de soutien de nos organes pelviens. Et donc, c'est cette population qui serait plus vulnérable parce qu'on est dans une période avec beaucoup de changements, changements hormonaux, changements de poids, changements de taille. Moi, j'ai ma fille, elle a 12 ans. Dans sa classe, il y a une grande variété de taille. On a déjà des jeunes filles qui font déjà 1,60 m, donc qui sont vraiment dans leur période d'adolescente. Et en quelques mois, elles ont pris 10 cm, elles ont eu des changements hormonaux terribles parce qu'elles ont déjà de la poitrine, elles ont déjà leurs règles parfois. Et donc, c'est une période où, en fait, finalement, il y a tellement de changements rapides qui sont menées, que c'est une population qui va être plus vulnérable et qui sera plus critique de mener, enfin, de développer des symptômes dans leur vie si elles sont pas quelque part protégées pendant cette période. Moi, les jeunes adolescentes donc, qui viennent me voir en consultation avec des symptômes pelviens importants, il faut absolument les prévenir et surtout parler au staff Mm. technique en leur disant, écoutez, t'as beau avoir de l'or entre les mains, cette athlète, elle est géniale, elle est vouée à une super belle carrière, mais sache qu'en fait, sa santé est en jeu, sa santé pelvienne est en jeu. Et donc ça ouvre des débats hyper intenses concernant justement ce niveau de pratique qu'on demande toujours plus à ces jeunes pour performer. En tout cas une période très critique pour ces jeunes femmes. Donc, si j'ai pas eu de fuite urinaire dans mon quotidien en tant qu'athlète jeune, par exemple, et que j'ai pas de fuite urinaire et que je commence à avoir des fuites urinaires une fois que j'ai accouché, c'est finalement une population qui sera moins, on va dire, qui est moins vulnérable quand même. Même si on se dit, bah si, il y a aussi des changements hormonaux, la grossesse, il y a des gros changements hormonaux, oui, c'est certain, mais on peut voir que finalement, sur du long terme, il va y avoir moins d'incidence que si j'ai eu des fuites plus jeunes. Donc, ok, il faut leur dire, la reprise doit se faire quand j'ai accouché, évidemment sans symptômes, en tout cas avec le moins de symptômes possible. Euh, Bien suivre, faire un beau suivi étroit des signes et symptômes de ces femmes pendant leur reprise va nous permettre même d'adapter les structures, d'améliorer leurs compétences par la reprise de l'activité physique. Et souvent, sur du moyen long terme, ces symptômes vont diminuer. Si c'est évidemment bien pris en charge et qu'il y a une rééducation périnéale qui est faite. Euh, donc ça, je pense qu'il faut aussi expliquer aux femmes dans cette période. Il faut aussi quelque part les accompagner au mieux, éviter de catastropher. Ouh là là, t'as des fuites urinaires, on arrête toute l'activité physique parce qu'on sait que quand on arrête tout, il va y avoir une adaptation plus importante des muscles du plancher pelvien. Donc la reprise va être encore de nouveau compliquée. Euh, donc c'est vraiment jouer avec ces symptômes, jouer avec la planification. Si j'ai des fuites urinaires quand je m'entraîne le soir et que j'ai pas de fuites urinaires quand je m'entraîne le matin, bah voilà, on va essayer d'adapter aussi
cette proposition d'entraînement parce que les femmes en postnatal, la fatigue accumulée de la journée à s'occuper de leur bébé, à les bercer, à marcher avec, à faire des squats pour les endormir ou pour calmer leurs coliques, ça pèse déjà dans la balance du stress mécanique périnéal. Et puis quand elles font leur petite séance de course à pied, quand le partenaire revient le soir et qu'elles reprennent leur entraînement à ce moment-là, bah, il y a moins de chances que ça passe Mm. que si je m'entraîne avec mon bébé le matin, quand j'ai eu ma nuit, même si j'ai pas vraiment dormi, mais je suis restée en position couchée, eh bien, souvent, il va y avoir une différence dans les sensations et dans les symptômes. Donc, il faut penser dans cette prise en charge, en fait, qui est hyper, on va dire, hyper complexe, Ouais, c'est clair. que aussi le moment de l'entraînement va influencer les symptômes. Hmm. Ouais, le timing est important, mais ça semble aussi logique. Déjà que la fatigue est accrue à ce moment-là, sur les premières semaines, Oui, faire après une nuit de sommeil, même si elle est petite, ça semble le mieux. Après, dans rééducation, il y a éducation, souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et moi je le vois aussi dans mon métier, on manque d'anticipation sur certaines choses. Toi, est-ce que tu ressens vraiment qu'il y a un manque de structure, d'encadrement et d'éducation avant d'arriver à ces moments-là? Parce que on se rend compte, enfin, moi j'ai beaucoup à l'époque de joueuses, alors qu'ils sont forcément plus sensibles parce que c'est des femmes à ces questions-là, mais arrivé à l'âge adulte, quand je leur parlais d'incontinence urinaire, même en dehors d'une phase de grossesse, mais sur la pratique sportive, elle me dit, mais en fait, on m'a jamais parlé de ça. Et est-ce que ça te semble normal ou est-ce qu'il y a un manque à combler, une réflexion à avoir derrière? en fait, je t'ai parlé d'historique tout à l'heure, mais on en revient à ça, l'historique des symptômes pelviens chez la femme. Pourquoi il y a cette méconnaissance de la part de tout le monde, de toute la population? C'est parce que les études menées sur le plancher pelvien, elles ont à peine 20 ans. Elles ont à peine 20 ans à l'international. Donc, pour venir en France, ça a pris encore 10 ans, 10 ans de plus. Donc, vous dire, ça fait qu'une dizaine d'années, 10-15 ans qu'on parle des symptômes abdominopelviens lors de la pratique sportive. Et donc, c'est pour ça qu'on on apprend que maintenant que bah, finalement on pourrait aider les femmes plus tôt justement en leur parlant de ces symptômes, en leur expliquant que finalement on a plus de vulnérabilité, nous les femmes, que les hommes dans la pratique intense parce que notre anatomie n'est pas la même. Donc déjà parler de l'anatomie euh, me semble essentiel parce que 30% des femmes ne savent pas qu'elles peuvent contracter les muscles du plancher pelvien. Donc, elles savent même pas identifier en fait ce que c'est les muscles du plancher pelvien. Par exemple, ne serait-ce que d'aller, c'est des études qui ont pu être menées sur un peu identifier les zones, c'est où plus ou moins les muscles du plancher pelvien. C'est assez drôle, la plupart des gens confondaient les fessiers, par exemple, aussi. Ils pensaient que quand ils étaient assis sur leurs fessiers, alors qu'ils sont en fait assis sur les muscles du plancher pelvien. Par exemple, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que la conscience corporelle, en fait. Et, euh, et donc déjà de base, expliquer à quoi servent les muscles du plancher pelvien, euh, qui travaillent pas tout seuls en fait, hein, ils travaillent aussi avec notre musculature abdominale. Leur parler de la possibilité d'aller les contracter, d'aller les engager, d'aller influencer même ce recrutement musculaire par la respiration, ne serait-ce que ça, parce qu'il y a beaucoup de pratiques sportives où on a intérêt en fait de parler de la respiration, mais qu'on ne l'aborde pas de façon systématique. Donc, il y a certains sports comme l'haltérophilie, même il y a l'haltérophilie, le crossfit, ou les exercices où il y a énormément de recrutement musculaire, les sports de lancer aussi, c'est des sports où il n'y a pas spécialement d'impact, mais ce sont des sports où il y a beaucoup de pression intra-abdominale. Comme l'haltérophilie, il n'y a pas d'impact élevé, hein. C'est vraiment juste générer beaucoup de pression intra-abdominale. Ben, déjà expliquer à ces jeunes femmes qui démarrent ce sport ben, que l'incidence de ce sport peut être importante sur cette santé périnéale et abdominale quand elles commencent à avoir un niveau de pratique plus élevé, quoi. Donc c'est certain que l'éducation, en fait,
à cette santé pelvienne et aussi à l'écoute en fait des signaux que peut nous envoyer en fait notre santé abdominopelvienne devrait être mise déjà en avant dès qu'on démarre une activité physique dans toutes les fédérations. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un sacré challenge parce que on a tout à créer en fait, parce que on a tout à développer sur ce thème-là. Oui, maintenant on entend que l'incontinence urinaire, il y a des risques d'avoir de l'incontinence urinaire dans certains sports, mais est-ce que les gens comprennent vraiment pourquoi? C'est ça le pourquoi et comment est-ce que je peux euh, améliorer cette pratique sportive en essayant d'éduquer ma patiente? Ça reste assez compliqué parce que ça demande quand même une certaine expertise et toutes les fédérations n'ont pas accès justement à ces informations. Donc, je pense que ça me semble essentiel en tout cas, d'aller parler dans les fédérations de cette problématique, surtout quand ce sont des sports où l'incidence est vraiment présente. Mm. Génial. Ouais, comme tu as dit, les disciplines, le trampoline, la gymnastique, les gros impacts, même les sports de collision, hein, le rugby aussi, Oui, tout à fait. Et j'ai envie aussi de, finalement, c'est le niveau de pratique qui va plus l'emporter que sur le type de sport. Par exemple, les nageuses professionnelles, qui font des sports sans impact, portées. c'est un Ouais. Mm. même, elles vont avoir aussi plus de risques d'avoir des fuites urinaires. La même chose, la même incidence de développer des fuites urinaires dès lors qu'on est dans des hauts niveaux de pratique. Donc, Mm. c'est plus réellement l'impact, c'est le volume Ouais, d'entraînement. Ouais. Donc, en fait, dès que je commence à m'entraîner avec du haut volume, peu importe mon sport, il devrait y avoir du dépistage. Et d'ailleurs, il y a un très bel outil, c'est le PFD Sentinelle. Donc, ce qui permet d'aller dépister les dysfonctions pelviennes. Et bon, il y a deux parties dans ce questionnaire. Première partie, c'est sur les symptômes abdominopelviens. Est-ce que tu as déjà connu des fuites? Est-ce que tu as déjà eu des lourdeurs du périnée, des douleurs? Si on a un minimum de 1 sur 5 sur ce questionnaire, ben, on va directement avoir une évaluation. On va référer en tout cas notre athlète chez un spécialiste en dysfonction pelvienne. Et s'il n'y a pas, il y a tous des items concernant les caractéristiques cliniques et les caractéristiques reliées à la pratique sportive. Et si vous avez un minimum de 14 items, donc il y en a 28, s'il y a la moitié des items qui est coché, on doit aussi référer non, il y en a plus que 28. Mais si on a un minimum de 14, eh bien, on doit être référé aussi. Donc ça, c'est déjà des nouveaux outils qui existent aussi. Cet outil est relativement récent, il a 1 an, il a été développé par Sylvia Giaggio, qui est une collègue qui vient de terminer son doctorat. Et donc ça, ce sont des outils hyper intéressants qui pourraient être proposés, systématisés dans les fédérations, également dès qu'on commence à avoir un haut niveau de pratique Mm. et passer par aussi, euh, ne serait-ce que la formation de base des entraîneurs, s'il y en a une, hein, parce qu'il y a plein, on sait très bien qu'il y en a qui ne sont pas formés réellement et qui commencent à entraîner, d'avoir dans le minimum de base des entraîneurs, avoir au moins cette sensibilité des spécificités féminines. Mm. euh, et ne serait-ce que, bon, là, on va pas commencer à... Si on part sur le thème aussi du cycle menstruel, on n'a pas fini Maxence, mais aussi pouvoir parler du cycle menstruel chez ces jeunes athlètes, ça, c'est hyper essentiel aussi. Ça fait partie vraiment de l'éducation de base que devraient avoir les athlètes, mais aussi les entraîneurs, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est clair. Bon, petite parenthèse auto-promo là sur ce que vu que tu m'as tendu la perche. Ceux qui veulent en savoir plus sur ça, on a coécrit avec mon collègue Geoffrey Hémin un livre là sur la préparation physique dans le foot féminin, où on parle de spécificité féminine, d'entraînement et toutes les choses qu'on a évoquées. Donc, ça peut se retrouver facilement sur Internet. Je ferme la parenthèse. Est-ce que tu parlais de la formation des coachs. Est-ce que les données de Bernadette de Gasquet sur tout l'entraînement hypopressif, etc., elles sont toujours d'actualité? Est-ce que c'est des choses où on vient demander à aspirer le périnée, à rentrer le transverse, c'est des choses qui se font toujours ou est-ce que la littérature a évolué depuis quelques années?
Alors, en fait, les travaux de Bernadette de Casquet ne sont pas supportés par la littérature. Elle n'a jamais publié d'articles scientifiques déjà. Donc, c'est pas, Ok. voilà, c'est pas Elle a quelque écrit chose. des livres, c'est ça. Elle a écrit les livres, elle a C'est une ça. très belle expérience. Et ça, je pense qu'elle a fait beaucoup de choses positives hein, pour démystifier la santé pelvienne. Et ça, je pense qu'on peut vraiment on peut être reconnaissant par rapport à ça. Cependant, ça reste des techniques qui restent très spécifiques, donc les hypopressifs qui permettent d'aller diminuer la pression intra-abdominale en proposant également une aspiration des muscles du plancher pelvien, peuvent être intéressants, mais selon moi, et aussi un peu selon la science, finalement, si tu veux préparer une patiente à aller faire de l'impact, si tu lui proposes que des exercices hypopressifs, tu Bien vas pas sûr. être fonctionnel. Tu vas pas rentrer dans un réentraînement qui va s'adapter à la pratique. Et la deuxième chose, c'est que la pression nous permet de créer des adaptations tissulaires. Mm, Donc, si je fais des exercices en enlevant tout le temps la pression, je vais pas aller adapter mes structures. Donc, si vous avez une patiente qui a des fuites urinaires, oui, le fait d'aller réentraîner, c'est-à-dire réveiller la musculature périnéale avec des exercices hypopressifs, peut avoir du sens pour démarrer, pour conscientiser le transverse, pour conscientiser la respiration, le cycle respiratoire et tout ça. Mais ce ne sera pas suffisant comme en tant que tel. Ce ne sera pas suffisant comme type d'entraînement périnéal. Et il faudra réentraîner aussi les muscles du plancher pelvien dans des exercices fonctionnels. Si j'ai des symptômes quand je suis en train de faire des squats au moment où je suis en étirement total et c'est là où je me sens pas bien et c'est là où je sens que je peux avoir des fuites urinaires, bah, c'est dans ce type d'exercice qu'il faut travailler. mm. Donc la préparation, on va dire, moi, les exercices hypopressifs, je vais peut-être les proposer, j'ai ma caisse à outils, je vais sortir ce tiroir pour certaines patientes, les hypopressifs, mais pas pour toutes. C'est quelque chose, à mon avis, qui s'adapte à une population, mais pas à toute la population. Maintenant, tous les exercices, que ce soit d'hypopressif ou pas, où on va en tout cas activer et bien comprendre comment fonctionne ma musculature pelvienne, bah, c'est très bien. C'est-à-dire que s'il y a des patientes chez qui l'hypopressif est beaucoup plus intuitif, voilà, il y a des patients qui vont me dire, moi, quand je contracte mes muscles du plancher pelvien, j'ai vraiment besoin de faire cette technique-là parce que je l'ai apprise et que je la connais bien. Et ben ça, je vais vraiment la donner à ma patiente pour lui dire, OK, tu reprends ces exercices. La patiente qui me dit, Ouh là là, moi je suis pas du tout d'hypopressif, je fais de l'haltérophilie et finalement quand tu me demandes de contracter ma musculature en faisant de l'hypopressif, pour moi j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à sentir, bah, je vais vite passer à autre chose, vous voyez. Donc ça va pas être un peu c'est pas les exercices de base maintenant Mm. qu'on va prescrire. Je pense que c'est vraiment dépendant de la pratique de la patiente, d'où elle vient et tester avec la patiente quel type d'exercice elle sent mieux ce recrutement périnéal. Ça, c'est l'essentiel. Donc, il n'y a pas, euh, dans la pyramide de recommandations, il ne va pas y avoir les hypopressifs en bas ou en haut. Non, ça dépend vraiment de chacune. Et donc vraiment, ce n'est pas corroboré, ce n'est pas soutenu par la littérature scientifique, plus qu'aller contracter volontairement les muscles du plancher pelvien. Ça, par contre, c'est très étudié dans la littérature, quand on fait des études concernant justement cette rééducation périnéale. C'est souvent pas des hypopressifs qu'on propose, c'est surtout une activation volontaire des muscles du plancher pelvien, avec ou sans cycle respiratoire, avec des entraînements assez structurée de contraction volontaire dans différents types de positions. Ça, par contre, ça va faire partie des recommandations pour réentraîner les muscles du plancher pelvien et dès qu'on a l'apparition de symptômes. Ouais, mais c'est génial. C'est aussi une réflexion que j'avais eue il y a quelques années, hein, moi, avec les filles au Paris FC, où c'était toute une histoire de continuum et de proportion selon le contexte des filles, si c'était des jeunes joueuses de formation qui arrivaient avec les catégories seniors, est-ce que c'était des joueuses expérimentées? C'est une histoire d'apprentissage, comme tu dis, et à un moment donné, quand on est un sport à impact, euh, quand on sait le niveau de pression que va engager un Ouais. saut, un duel de la tête, un sprint, un démarrage, un blocage, il faut évidemment en placer. Et c'est toute une histoire de proportion et de répartition des exercices. Mhm. Ça peut Euh, être.
Excuse-moi. Non, non, je disais que dans certains cas, ça peut être intéressant parfois de démarrer avec ce type d'exercice. Je pensais au postnatal, les mamans qui vont avoir beaucoup de lourdeur du périnée, qui vont avoir besoin d'avoir une aspiration de leurs organes, ça va les soulager. Ça va être des techniques qui peuvent être intéressantes, mais ça va pas être suffisant pour se préparer à courir, par exemple. Hmm, ok. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête d'une femme que tu as accompagnée et qui t'a marqué, tant par l'accompagnement, soit de la grossesse, soit de la reprise d'activité, et où tu te dis, soit c'était très compliqué, ou alors à l'inverse, tout s'est très bien passé et t'en as gardé un super souvenir. Tu veux dire dans une de mes prises en charge? Oui. Ouais. Oui, j'ai vraiment un cas assez intéressant d'une patiente à moi qui est coureuse de 800 mètres niveau international et qui a eu une grossesse magnifique, qui s'est entraînée, qui a encore couru le jour J. Elle continue à aller sur sa piste, faire ses éducatifs, enfin voilà, elle était rayonnante. Et puis malheureusement, elle vit un accouchement très compliqué, un accouchement avec euh, très long, avec des poussées. Elle a poussé pendant plus de 2 heures. Ça a fini avec des instruments. Donc on peut avoir une petite ventouse ou bien des forceps. Elle a carrément eu les forceps. Donc on sait que les forceps augmentent largement le risque de trauma au muscle du plancher pelvien. Et puis à l'issue de cet accouchement avec des déchirures aussi naturelles importantes, hein, où le sphincter a été touché. Enfin vraiment, vraiment compliqué les retours de couche, comme on dit. Et, euh, et, euh, et donc, avec énormément de lourdeur périnéale. Donc, elle avait vraiment, vraiment besoin de s'asseoir. Elle pouvait pas marcher longtemps. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. Et là, ça a été l'horreur pour elle parce que elle s'est dit, elle se voyait accoucher hyper facilement. Elle se voyait reprendre la course à pied très rapidement. Pour elle, elle se voyait un mois après, je courais avec ma poussette, quoi. Voilà, c'était dans son idéal. Et il a fallu vivre avec la réalité. Et vraiment, c'est là où on va avoir des ressources très importantes, psychologiques, nécessaires à mettre en place pour accompagner au mieux cette maman, parce que là, finalement, ça a été surtout une prise en charge psychologique au début, hein, de la supporter, c'est lui dire que, voilà, un jour après jour, ça va aller. Donc, heureusement, elle avait une condition physique formidable, donc son retour a quand même été laborieux, mais on a quand même réussi à faire en sorte qu'ils reprennent la course à pied et tout ça. Mais ça a été un temps, il y a eu un décalage en fait entre sa réalité et puis ce qu'elle a souhaité, tout ce qu'elle avait mis en place pour que sa grossesse se passe bien et qu'il y a eu ce déroulement de l'accouchement qui a été très compliqué et qui a fait que son retour en postnatal a été différent. Et donc, faut pas négliger le déroulement de l'accouchement aussi chez nos patientes, chez nos athlètes ou voilà ou nos mamans tout simplement, euh, qui va influencer ce retour possible, précoce ou pas et donc l'accompagnement, la psychologique est vraiment plus grand. Et il faut savoir que les mères qui vivent des traumas lors de leur accouchement, on augmente le risque de développer une dépression postnatale. Donc la dépression postnatale va aussi influencer tout ce retour au sport de façon drastique. Donc ça, c'est hyper important de dépister au mieux. Il y a des outils aussi. Vous avez tapé sur Google. Edinburgh Scale Postnatal. Et là, vous avez aussi tout le dépistage possible. Donc ça, c'est des outils qu'on peut aussi utiliser facilement et rapidement quand vous avez une maman qui a eu un accouchement trauma avec des traumas importants. Mais même s'il n'y a pas des traumas physiques, vous voyez, c'est pas spécialement j'ai eu des lésions. C'est le trauma de l'accouchement, c'est-à-dire elle avait vraiment elle a vraiment vécu un trauma à son accouchement en fait, hein, le fait de pousser des heures, de voir que ça n'allait pas, que ça aurait pu Mm. finir voilà, ça aurait pu être vraiment, c'était vraiment compliqué. Et donc soutenir la maman au mieux dans cette période est hyper essentiel pour pouvoir, eh bien, répondre à ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que là, elle avait besoin de soutien social, psychosocial très très fort. Elle avait besoin de laisser sa fille pour pouvoir avoir du temps pour elle, pour faire sa rééducation. Elle avait besoin de soutien psychologique pour lui dire que ça va aller, tu vas pouvoir recourir et retourner à ton niveau. C'était vraiment une prise en charge
qui m'a marquée parce que c'est là où on peut voir la capacité de résilience hein, de ces femmes malgré tout. Et, euh, et donc voilà, ça c'est que parfois malheureusement, même si on a eu une merveilleuse grossesse, on n'est pas encore, on peut pas maîtriser tout, on peut pas maîtriser l'accouchement. Je pense qu'il faut aussi parler de l'accouchement par césarienne, qui peut aussi arriver à ces femmes, hein, parce que pareil, je pense que je vais accoucher par voie basse et je finis avec une césarienne. Mm. On revient de nouveau à Maxence, à ce qu'on disait, à l'éducation. Expliquer aux femmes qu'on peut accoucher par voie basse, donc on peut aussi accoucher par voie haute. Moi, j'aime bien préciser, c'est la voie haute, Dire comme ça. Mm. c'est aussi un accouchement hein, comme un autre. Et donc, préparer les femmes à ça. Et donc, quand on est préparé à ce type de scénario, parce que ma patiente, à ce moment-là, moi, je l'ai vue en postnatal, je l'avais pas vue en prénatal. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de ce qui peut se passer pendant un accouchement. Et donc aussi de nouveau savoir que quand on est enceinte, tout est beau, tout est bien, on a eu la chance d'avoir une grossesse idéale, eh bien l'accouchement peut être compliqué et peut vraiment tourner un peu au cauchemar, ce rêve dans lequel les femmes étaient, ou même par exemple la vision de l'accouchement rêvé. Ben, ça c'est vraiment un travail à faire parce que finalement souvent ça se passe pas comme on le veut. Ça reste assez rare d'avoir des femmes qui disent j'ai eu l'accouchement de mes rêves. Mm. Il y en a, hein, mais ça reste quand même assez rare. Donc voilà, c'est le déroulement de l'accouchement, tant sur le plan physique que le plan psychologique, qui à ce moment-là va avoir on va dire un rôle encore plus Un impact, majeur, ouais. un rôle majeur dans la récupération, dans la capacité de récupération. Si le psychologique n'est pas là, ça ne suivra pas. Non, non, mais c'est génial. Et franchement, merci parce que du coup, on est passé assez rapidement de la grossesse au postpartum. On en avait presque squeezé ben, l'accouchement qui est central et Et ouais, qui a son importance, ouais, du coup, je dans ce savais que qu'on tu allait y dis. revenir. Génial. Bon, je vais te poser les dernières questions parce que je vois le temps qui passe et je vais te libérer parce que tu as une grosse journée de travail qui t'attend, tu m'as dit. Euh, Comme comment, toi. comment tu vois l'évolution? Alors, il y a aussi un gros sujet hein, que je sais toutes les problématiques de recherche, de doctorat que ça implique tant qu'on n'a pas publié les travaux. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'aurais aimé te questionner, mais peut-être qu'on pourra se prévoir d'ici un an un nouveau podcast du coup dans Ah lequel oui, tu oui, pourras oui, avec plaisir, présenter Alice. tes Oui, 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 travaux. à l'issue de la thèse, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Oui, tout à fait, vous pouvez me suivre. J'essaye d'être un petit peu plus présente sur Marion Guirab. Euh, Vous pouvez effectivement suivre aussi les activités qu'on mène avec la clinique du coureur, où on a justement des prochainement, on va lancer aussi un cours un peu plus global sur la prise en charge de la femme de 4 journées à partir de l'année prochaine. Et puis, je continue aussi à donner des formations dans pas mal d'organismes de formation en France aussi et en Belgique. Mais donc voilà, j'ai aussi le podcast Courir pour deux avec Blandine Hirondelle où on interviewe des femmes qui ont eu la chance de courir pendant leur grossesse et qui nous partagent leurs petits conseils, leurs petits secrets. Moi, au début, j'avais envie d'appeler ce podcast quel est ton secret pour avoir justement pu courir pendant ta grossesse? Parce que finalement, ça reste assez rare encore hein, d'avoir la possibilité de courir longtemps dans sa grossesse. Donc voilà, on essaie de partager des conseils, retours d'expérience. Donc voilà, pour pour les réseaux. Génial. Bon ben, ça sera mis dans les liens. Est-ce que tu as un dernier message à passer aux sportives, aux mamans dans la reprise postpartum ou simplement un mot de la fin pour conclure? Ouais, ce que j'ai envie de peut-être de transmettre, c'est plutôt aux thérapeutes qui suivent les femmes, qui parfois pensent que les formations qui sont dédiées à la santé pelvienne ne concernent plutôt que celles que les thérapeutes
qui font de la rééducation périnéale. Et sachez qu'aussi que tous les hommes, les coachs, ceux qui font du musculo-squelettique, dès que vous prenez en charge des femmes, finalement, vous devriez être au courant justement de cette problématique et de comment manager, gérer au mieux vos prises en charge avec les patientes. Donc vraiment, je vous invite à suivre les formations notamment que nous on donne avec la clinique du coureur, hein, la 1.9, la course à pied au féminin. C'est pas un cours dédié uniquement à celles qui font de la rééducation périnéale, c'est dédié à tout le monde, à tous ceux qui vont prendre en charge des coureuses. Donc n'ayez pas peur de venir dans ces formations, hein. On est très sympa. Et je dis ça parce que à chaque fois, on a toujours un pourcentage très très bas de participation masculine et donc on aimerait bien booster un peu l'intérêt des hommes sur la santé abdominopelvienne. Vous verrez que finalement, les muscles du plancher pelvien, c'est aussi un groupe musculaire comme un autre et qui finalement demande aussi une adaptation. Donc voilà, c'est un petit peu le mot que je voulais transmettre, c'est que ces formations sont aussi ouvertes aux hommes et n'ayez pas peur de venir vous former en abdominopelvien. Vous allez voir que vous allez améliorer vos prises en charge musculo-squelettiques chez vos patientes si vous avez un tropisme aussi pour cette santé abdominopelvienne. Bah, génial. La formation des encadrements, comme on l'a dit, des encadrants, comme on l'a dit dans le podcast, c'est top. Et je passe le bonjour à mes amis belges. Je suis venu faire une intervention sur le foot féminin il y a quelques mois. Donc, c'est top. Et c'est vrai que on est en retard quand même Oui, sur le plan des connaissances et de la transmission des connaissances sur la femme dans son ensemble, euh, oui, au-delà de la grossesse et du postpartum, mais sur les connaissances scientifiques sur la femme. Et ça intéresse, j'ai l'impression, de plus en plus de monde. Donc ça va dans le bon sens. C'est top. oui. Merci encore, Marion. Merci Maxence pour ton invitation.